4 heures du matin. Sur la banquise figée, à 40 degrés sous zéro, une masse blanche est immobile au bord d'un trou dans la glace. Elle ne bouge pas. Depuis 2 heures, elle ne bouge pas. Pas un muscle, pas un souffle visible. Le plus grand carnivore terrestre de la planète attend, penché sur une ouverture large comme une assiette, la vie de sa proie et la sienne, suspendue à une fraction de seconde. Et pourtant, 9 fois sur 10, il repartira le ventre vide. Comment le tueur le plus redoutable du Nord peut-il échouer aussi souvent? Vous êtes sur Planète Animal. Celui que vous venez de voir attendre dans le froid, c'est l'ours blanc. Autrement dit, Ursus maritimus, l'ours de la mer. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous montrerai comment une simple mèche de poils, ramassée sur la glace, a livré un secret vieux de 150 000 ans. Un secret qui bouleverse tout ce que l'on croit savoir sur la survie de cet animal. Reprenons ce moment au bord du trou. Il faut d'abord comprendre ce que le froid fait ici. À 40 degrés au-dessous de zéro, l'air brûle les poumons. Le vent arrache la chaleur du corps plus vite que le corps ne peut la produire. Un homme sans protection y perdrait connaissance en quelques minutes. L'ours, lui, est là depuis 2 heures, et il pourrait y rester 2 heures de plus. Ce n'est pas la force qui le retient immobile, c'est la patience. Une patience que rien, dans le règne animal terrestre, n'égale tout à fait. Sous la glace, à quelques mètres de son museau, se joue l'autre moitié de cette histoire. Car l'ours n'attend pas n'importe quoi. Il attend un phoque annelé, autrement dit Pusa hispida, le plus petit phoque de l'Arctique, et de loin sa proie la plus précieuse. Imaginez le corps de ce phoque comme un réservoir vivant. Dans sa seule couche de graisse dorment près de 100 000 calories. Pour l'ours, un phoque, c'est une semaine de vie. Une semaine de chaleur, de mouvement, de survie arrachée au froid. Mais ce réservoir respire. Et c'est là toute la difficulté. Le phoque annelé est un mammifère, comme vous, comme moi. Il ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau. Toutes les quelques minutes, il doit remonter, coller son museau contre une ouverture dans la glace et prendre une gorgée d'air. Chaque bouffée est une nécessité. Et chaque bouffée est un risque mortel. Car au-dessus de l'une de ces ouvertures, peut-être, l'attend une masse blanche de 300 kilos. Alors le phoque triche. Rappelez-vous ce détail, il change tout. Un seul phoque annelé n'entretient pas un seul trou, mais tout un réseau de trous de respiration, parfois une dizaine, dispersés sur la banquise. Il ne remonte jamais 2 fois de suite au même endroit. Il change, il varie, il brouille les cartes. Et l'ours, lui, ne peut surveiller qu'une seule ouverture à la fois. Vous voyez le piège se refermer. Non pas sur le phoque, sur l'ours. Il a choisi un trou, un seul, parmi 10. Et il attend, sans savoir si sa proie remontera ici ou 300 mètres plus loin, dans une ouverture qu'il ne verra jamais. C'est une roulette. À chaque fois que le phoque remonte respirer, il joue sa vie. Mais à chaque fois que l'ours choisit un trou, il joue la sienne aussi. Une mauvaise ouverture, et ce sont des heures perdues, des milliers de calories brûlées pour rien, du froid encaissé sans récompense. Voilà le paradoxe que je vous promettais. Le plus grand prédateur terrestre du monde ne gagne pas par la puissance. Il survit par le calcul et par l'attente. Arrêtons-nous ici un instant, parce qu'il y a plus étrange encore. Vous imaginez peut-être que, pour ne pas être repéré, l'ours reste discret. La vérité dépasse tout ce que vous pourriez croire. S'il reste immobile, ce n'est pas seulement pour ne pas être vu, c'est pour ne pas être senti. Sous la surface, le phoque possède une arme que nous n'avons pas. Ses vibrisses, les longues moustaches de son museau, ne servent pas à l'ornement. Elles sont parcourues de terminaisons nerveuses en densité prodigieuse, bien plus que les moustaches d'un chat. Ce sont des capteurs. Elles lisent l'eau. Elles perçoivent le moindre remous, la moindre onde de pression qui traverse le liquide sous la glace. Or, la glace transmet tout. Si l'ours change de position, s'il gratte le sol du bout d'une griffe, s'il déplace son poids d'une patte sur l'autre, une vibration parcourt la banquise. Elle descend, elle entre dans l'eau. Et là, elle touche les moustaches du phoque,
qui comprend en un instant qu'un danger le guette au-dessus. C'est pourquoi l'ours ne bouge pas. Pas parce qu'il est calme, parce que le moindre frisson trahirait sa présence. On appelle cela la chasse silencieuse. Rester absolument immobile, ne rien gratter, ne rien froisser, ne rien laisser filer dans la glace. Devenir, pendant 2 heures, une pierre qui respire. Et maintenant, essayons de vivre l'instant du côté de l'ours. 2 heures ont passé. Le froid s'est installé jusque dans les os. Puis, sous la glace, un son minuscule, presque rien. Le frôlement d'un museau qui cherche l'air. L'ours le connaît, ce son. Il annonce que le phoque remonte. Et à partir de cet instant, il ne dispose plus que d'un souffle pour agir. Le temps qu'il lui reste, avant que le phoque ne reprenne son air et ne replonge, se compte en fractions de secondes. Moins qu'un battement de cils. À peine le temps que met votre œil à cligner, et déjà tout est joué. L'ours frappe. Une détente foudroyante pour un corps de 300 kilos. Il a tout fait juste. Le bon trou, l'attente parfaite, l'immobilité totale, une réaction plus rapide que la nôtre. Et le phoque lui échappe. Pourquoi? Parce que la vitesse ne sert à rien si le trou est vide. Le phoque, cette fois, était remonté ailleurs. Toute cette perfection, ce guet interminable, cette maîtrise du corps et du souffle, réduit à néant par une simple loi de la banquise. On ne prend pas ce qui n'est pas là. Je vous l'avoue, la première fois que j'ai compris cette mécanique, j'ai dû relire les chiffres 2 fois. 9 tentatives sur 10 se soldent par un échec. 9 sur 10. Ce colosse que l'on croit invincible passe l'essentiel de sa vie à perdre. Et c'est bien là que tout se renverse. On imagine l'ours blanc en souverain absolu de la glace, une force que rien n'arrête. La réalité est celle d'un funambule. Chaque jour, il marche sur un fil tendu entre les calories qu'il dépense à chasser et les calories qu'il parvient, parfois, à capturer. Un phoque le nourrit 1 semaine, mais s'il enchaîne les échecs, s'il brûle plus qu'il n'attrape, alors son propre corps devient sa dernière réserve. Il commence à se consumer lui-même. Voilà la vérité que je voulais poser dès le départ, avant tout le reste. L'ours blanc n'est pas invincible. Il est le plus grand, oui. Le plus puissant carnivore de la terre ferme, sans doute. Mais sa vie tout entière tient dans une équation impitoyable, où la moindre erreur, le moindre trou mal choisi, le rapproche de la fin. Et cette équation, il ne la résout pas seulement par sa force. Il la résout par un corps entier conçu comme une machine dont chaque détail, du poil jusqu'à la peau, a été taillé par des dizaines de milliers d'années de froid. Justement, ce corps. Regardons-le de plus près. Prenez une caméra thermique, cet appareil qui traduit la chaleur en couleurs, qui fait surgir dans la nuit la silhouette rougeoyante d'un corps vivant. Pointez-la vers un troupeau, vers une forêt, vers une ville, partout des taches brûlantes sur fond froid. Maintenant, pointez-la vers un ours blanc dans son élément. Vous ne verrez presque rien. Là où devrait flamber la plus grosse source de chaleur du paysage, l'appareil ne détecte qu'une forme sombre, à peine plus tiède que la glace autour d'elle. Un animal de plusieurs centaines de kilos, au sang chaud, qui vit à 40 degrés sous zéro, et qui, sur l'écran, a presque disparu. Comment un corps vivant peut-il devenir invisible à la chaleur? C'est l'une des énigmes les plus élégantes de toute la zoologie du froid. Car cette quasi-invisibilité ne signifie pas que l'animal est gelé, bien au contraire. À l'intérieur, il est parfaitement chaud. Sa température interne se maintient là où se maintient la vôtre, autour de 37 degrés. Le paradoxe est entier. Dehors, presque rien. Dedans, la même chaleur que vous, en cet instant, sous vos vêtements. La réponse tient en un mot. L'isolation. Rien ne s'échappe. La chaleur ne rayonne pas vers l'extérieur parce qu'elle est enfermée, retenue, verrouillée à l'intérieur du corps par un système de couches d'une sophistication qui, je vous l'avoue, m'a longtemps paru presque irréelle. Reprenons dans l'ordre, de l'intérieur vers l'extérieur, couche après couche. Tout commence par la graisse. Sous la peau de l'ours s'étend une épaisseur de tissu adipeux qui peut atteindre une dizaine de centimètres. Pensez à l'épaisseur de votre main,
du dos de la paume jusqu'à la table quand vous la posez à plat. Voilà, à peu près, le matelas de graisse qui l'enveloppe tout entier. Cette graisse n'est pas une simple réserve de nourriture, même si elle en est une. C'est d'abord un manteau. Un isolant si puissant que l'ours peut se coucher directement sur la banquise, ventre contre la glace, sans que le froid ne l'atteigne. Nous poserions la main sur cette glace, nous la retirerions dans la seconde. Lui s'y allonge et s'y sent à son aise. Au-dessus de la graisse, la peau. Et ici commence l'étrangeté. Vous croyez l'ours blanc. Sa peau, elle, est noire. Entièrement noire, comme du cuir sombre tendu sur le corps. Regardez un jour la truffe de son museau ou la peau nue autour de ses yeux. C'est la seule fenêtre par laquelle vous devinez cette couleur cachée sous la fourrure. Pourquoi noir? Parce que le noir absorbe la lumière. Le peu de soleil qui traverse le pelage vient frapper cette peau sombre, qui capte l'énergie lumineuse et la transforme en chaleur, au plus près du corps. Un capteur solaire vivant plaqué sous le manteau. Et par-dessus cette peau noire, la fourrure. Mais il faut cesser de parler d'une fourrure au singulier. Il y en a deux. La première est une couche courte, dense, laineuse, plaquée contre la peau. Imaginez le pull le plus épais de votre placard, celui que vous ne sortez qu'au pire jour de l'hiver. C'est ce rôle-là qu'elle joue. Elle emprisonne l'air tout contre le corps, et l'air immobile est l'un des meilleurs isolants qui soit. La seconde couche, par-dessus, est faite de longs poils de garde, plus rudes, plus épais, qui peuvent dépasser une dizaine de centimètres. Ce sont eux qui donnent à l'animal sa silhouette. Ce sont eux, surtout, qui repoussent l'eau. Arrêtons-nous sur ces longs poils, car ils cachent une des plus belles trouvailles de l'évolution. Ils ne sont pas blancs. Ils ne sont même pas colorés du tout. Chacun de ces poils est transparent et creux. Un tube minuscule, vide en son centre. Ce qui nous apparaît comme un pelage d'un blanc éclatant n'est qu'une illusion d'optique. La lumière se disperse à l'intérieur de ces milliers de tubes translucides, se réfléchit dans tous les sens, et notre œil traduit ce désordre lumineux par du blanc. L'ours blanc n'est pas blanc, il est transparent et il nous ment. Ce détail m'a frappé plus que tout le reste. Nous avons donné son nom à cet animal en nous fondant sur une couleur qu'il ne possède pas. Et ce poil creux ne se contente pas de tromper l'œil. Le vide qu'il contient, c'est de l'air. Encore de l'air emprisonné, encore de l'isolation. Chaque poil est à la fois un imperméable et une minuscule couche de chaleur retenue. Voilà pourquoi l'eau glisse sur l'animal sans le mouiller jusqu'à la peau, pourquoi il peut sortir d'une plongée glacée et n'avoir qu'à se secouer, comme vous secoueriez un manteau ciré sous la pluie. Additionnez tout cela, la graisse épaisse, la peau noire qui boit la lumière, la laine dense qui piège l'air, les longs poils creux qui repoussent l'eau et retiennent encore de la chaleur. 4 défenses superposées, du plus profond au plus extérieur, chacune faisant son travail. Le résultat, c'est ce corps que la caméra thermique ne voit pas. Toute l'énergie produite à l'intérieur reste à l'intérieur. Rien ne fuit. Voilà l'énigme résolue. Et maintenant, essayons un instant de sentir le monde comme lui. Pour vous, une tempête de neige à 40 sous zéro est une menace de mort. Pour l'ours, c'est un jour ordinaire. Il ne cherche pas d'abri contre le froid comme nous en chercherions. Le froid ne l'atteint pas de la même manière. Son problème, croyez-le ou non, est souvent l'inverse du nôtre. Ce n'est pas d'avoir froid, c'est d'avoir trop chaud. Réfléchissez-y. Une machine aussi bien isolée ne sait pas facilement évacuer sa chaleur. Quand l'ours court, quand il se bat, quand il force pour hisser une proie hors de l'eau, son corps produit une chaleur qu'il ne peut plus laisser filer par le pelage, puisque tout est fait pour la retenir. Il surchaufferait comme un moteur emballé. Alors il ralentit. Il évite les longues courses. Il gère son effort avec une économie constante. Cette lenteur, que l'on prend parfois pour de la nonchalance, est en réalité une contrainte imposée par sa propre perfection thermique. Il ne peut évacuer l'excès de chaleur que par de rares fenêtres. Le museau, la plante des pattes, la langue qu'il laisse pendre après un effort, exactement comme un chien haletant l'été. Ces zones peu couvertes sont ses seules soupapes. Le reste du corps est un four scellé. Et puisque nous parlons des pattes, venons-en aux pattes, car elles cachent elles aussi leur ingénierie.
Elles sont énormes. Larges comme des assiettes de service, elles répartissent le poids de l'animal sur la neige et la glace comme le feraient des raquettes. Un colosse de plusieurs centaines de kilos avance sur une couche fragile sans s'y enfoncer, parce que sa masse est étalée sur une immense surface. Mais il y a plus fin encore. Sous ses larges pattes, la plante n'est pas lisse. Elle est couverte de centaines de petites protubérances, de minuscules reliefs rugueux. Passez le doigt sur le dessous d'une chaussure de randonnée. Sentez les crampons de la semelle. C'est le même principe. Ces bosses mordent la glace et empêchent l'animal de glisser, là où nous nous étalerions au premier pas. La nature a sculpté des semelles antidérapantes dans la peau de ses pieds. Rien dans ce corps n'est laissé au hasard. Chaque couche, chaque poil creux, chaque bosse sous la patte répond à une exigence du froid. C'est, à mon avis, l'un des chefs-d'œuvre d'ingénierie les plus sous-estimés du monde animal. Mais un tel corps ne surgit pas de nulle part. On ne dessine pas une machine pareille en une génération. Cette peau noire, ces poils transparents, ces pattes de raquette, tout cela porte la trace d'un long voyage. Le voyage d'un animal qui, il n'y a pas si longtemps à l'échelle de la vie, n'était pas encore blanc du tout. Ce n'est pas tout à fait un ours de la terre. Ce n'est pas non plus un phoque. Il chasse dans la mer, mais il ne sait pas y vivre. Il marche sur la terre ferme, mais il n'y trouve presque rien à manger. Il met bas dans la neige comme un animal du continent, et il traque ses proies sous la glace comme une créature des eaux. Aucun autre grand carnivore ne tient ainsi, en équilibre, entre deux mondes qui s'excluent. Il appartient à la fois à l'un et à l'autre, et pleinement à aucun. D'où vient une créature aussi contradictoire ? La réponse va vous surprendre, car elle est plus récente qu'on ne le croirait. Cet animal si parfaitement taillé pour la banquise, ce corps d'ingénieur que nous venons de démonter couche par couche, n'existe à l'échelle de la vie que depuis un souffle. Les autres grands carnivores ont derrière eux des millions d'années. Lui, non. Il est jeune. Et cette jeunesse, retenez-la, change absolument tout à son histoire. Reprenons dans l'ordre. Remontons à sa racine. L'ours blanc n'est pas apparu seul, surgi du froid. Il est né d'un autre ours, d'un ours que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà vu dans une forêt de montagne. L'ours brun, autrement dit, Ursus arctos. C'est de cette souche brune, robuste, terrestre, mangeuse de racines et de poissons, que s'est détaché, un jour, un rameau qui allait devenir blanc. Regardez un ours brun, puis regardez un ours blanc. Le premier est fait pour la forêt et la rivière. Le second, pour la glace et la mer. Et pourtant, l'un est sorti de l'autre. Quand exactement ? Voilà où commence le débat. Je dois être honnête avec vous, la science n'a pas tranché. Les estimations varient énormément d'une étude à l'autre. Certaines analyses génétiques situent la séparation entre les deux lignées autour de 500 000 ans. D'autres la repoussent bien plus loin, ou la rapprochent bien plus près de nous. Le chiffre danse, parce que les méthodes divergent, et que le passé, ici, est écrit dans une matière fuyante. Mais tous s'accordent sur une chose. À l'échelle de l'évolution, qui compte en dizaines de millions d'années, quelques centaines de milliers d'années, c'est hier. C'est presque ce matin. Et voici ce qui rend l'affaire encore plus troublante. Ces deux animaux, que nous appelons de deux noms différents, ne se sont jamais complètement séparés. Là où leurs territoires se touchent, aux marges de l'Arctique, ils se rencontrent encore. Et parfois, ils s'accouplent. De ces rencontres naissent des petits, mi-blancs, mi-bruns, que l'on a surnommés du croisement de leurs deux noms. Ce qui devrait vous arrêter, c'est ceci. Ces petits ne sont pas stériles. Ils peuvent, à leur tour, avoir une descendance. Deux espèces qui portent des noms distincts, qui vivent dans des mondes opposés et qui restent malgré tout capables de mêler leur sang. Vous imaginez deux routes qui se seraient éloignées l'une de l'autre sans jamais que le pont entre elles ne s'effondre tout à fait ? Cela, je l'avoue, m'a longtemps semblé déroutant. Nous aimons les frontières nettes. La nature, elle, préfère les zones floues. Mais alors, comment sait-on tout cela ? Comment lit-on une séparation vieille de centaines de milliers d'années quand il n'y a ni date écrite, ni témoin ? C'est ici qu'intervient une matière que l'on croirait sans valeur. Un simple poil. Un poil tombé, abandonné sur la glace lors d'une mue,
ramassé par une main gantée dans le vent de l'Arctique. Ce déchet, ce presque rien, contient une bibliothèque. Il contient de l'ADN. Et de cet ADN, patiemment extrait au laboratoire, on peut remonter le fil du temps, comparer les lignées, mesurer les distances entre les familles d'ours et reconstituer l'arbre entier de leur parenté. Une mèche de poils dans un tube de verre, et voilà des centaines de milliers d'années qui se rouvrent. Songez-y un instant. Tout ce que je viens de vous raconter, cette séparation, ce cousinage jamais rompu avec l'ours brun, cette jeunesse de l'espèce, tout cela a été lu dans des fils translucides que l'animal a semés derrière lui sans le savoir. Et maintenant, essayons de comprendre ce que signifie cette histoire, vue du côté de l'ours lui-même. Être une espèce jeune, ce n'est pas un détail. C'est une force et une faiblesse à la fois. La force, vous l'avez sous les yeux depuis le début. En un temps très court, ce descendant d'ours brun a réinventé son corps de fond en comble. Il a noirci sa peau, il a creusé ses poils, il a élargi ses pattes en raquettes. Il a appris à traquer sous la glace, à jeûner des mois, à convertir un phoque en une semaine de chaleur. Une transformation aussi complète en si peu de temps tient du prodige. C'est un chef-d'œuvre d'adaptation accélérée. Mais retournez la médaille. Un être aussi étroitement façonné pour un seul monde est prisonnier de ce monde. L'ours brun, resté généraliste, mange de tout, vit partout, s'adapte à 1000 situations. L'ours blanc, lui, a tout misé sur la banquise. Sa peau, sa fourrure, ses pattes, son estomac, toute sa biologie est accordée à un décor unique, la glace de mer, et les phoques qui vivent dessous. Il n'a pas de plan de secours inscrit dans son corps. Il est le spécialiste absolu d'un seul terrain de chasse. Et un spécialiste, tant que son terrain existe, règne sans partage. Vous sentez déjà où mène cette pensée. Que devient le maître d'un royaume quand le royaume lui-même se met à fondre? Gardons la question de côté. Nous y reviendrons et elle pèsera lourd. Il y a pourtant un mystère de plus, tapi dans cette histoire d'espèces jeunes, et je ne veux pas le laisser passer trop vite. Si l'ours blanc est né d'un ours de climat tempéré, s'il ne s'est spécialisé dans le froid qu'assez récemment, alors une possibilité s'ouvre. Peut-être ce corps de glace a-t-il connu, dans son passé, des périodes bien moins glaciales qu'on ne l'imagine. Peut-être a-t-il déjà, une fois au moins, traversé un monde qui se réchauffait. Peut-être son histoire contient-elle une survie que rien, dans son apparence, ne laisse deviner. Cette possibilité n'est pas une rêverie. Elle est écrite, elle aussi, dans le poil et dans le sang. Et c'est précisément le secret que je vous ai promis au début, ce secret vieux de 150 000 ans que révèle une simple mèche ramassée sur la banquise. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord regarder en face l'épreuve qui, chaque année, décide si cet animal vivra ou mourra. Pas la glace, pas le froid, la faim. 16 000 calories par jour. Retenez ce nombre. C'est ce qu'un ours blanc adulte doit, en moyenne, tirer de sa chasse pour maintenir sa grande machine en vie. 16 000. Un homme actif en consomme autour de 2500 dans une journée bien remplie. Autrement dit, ce que l'ours doit trouver en 24 heures dépasse ce qu'il vous faut, à vous, sur presque une semaine entière. Chaque jour, il repart à zéro. Chaque jour, la même dette immense à rembourser au froid. Comment un animal peut-il, jour après jour, honorer une facture pareille dans le désert le plus vide de la planète? Car l'Arctique est un désert. Ne vous fiez pas à l'image de foisonnement que l'on se fait parfois des pôles. Sur ces étendues gelées, la vie est rare, dispersée, cachée. Les proies dignes de ce nom se comptent sur d'immenses distances, et l'ours, lui, doit y prélever chaque jour l'équivalent d'une semaine d'un homme. Vous commencez à mesurer l'ampleur du problème. Ce n'est pas un problème de force, c'est un problème de comptable. Reprenons la seule solution qui existe, le phoque. Souvenez-vous du réservoir vivant que nous avons ouvert plus tôt. Dans la seule graisse d'un phoque annelé adulte dorment près de 100 000 calories. Faites le calcul avec moi. Un phoque, c'est plusieurs jours couverts. En moyenne, s'il parvient à capturer un phoque tous les 5 jours environ, l'ours tient son équilibre. Il engrange assez de graisse pour vivre, pour bouger, pour affronter le froid. Un phoque tous les 5 jours. Cela paraît peu. Cela est, en vérité,
terriblement difficile. Rappelez-vous les 9 échecs sur 10. Rappelez-vous les trous de respiration multiples, la roulette de la glace, les heures perdues à guetter une ouverture vide. Chaque phoque manqué n'est pas seulement un repas raté, c'est aussi de l'énergie brûlée pour rien. L'ours dépense pour chasser. S'il chasse et échoue, il paie 2 fois, la proie qu'il n'a pas eue et les calories qu'il a consommées à la poursuivre. La faim, ici, avance toujours par ce double tranchant. Et pourtant, tant que la glace est là, le funambule tient. Il perd souvent, mais il gagne assez. La banquise est sa table, elle lui donne accès aux phoques par en dessous. Tant qu'elle existe, l'équation, même serrée, peut se résoudre. Voici le drame. Cette table n'est pas éternelle. Chaque année, elle disparaît. L'été arrive, et avec lui, la fonte. La glace de mer se retire, se brise, s'ouvre en vaste plan d'eau libre. Le sol même sur lequel l'ours chassait tout l'hiver se dérobe littéralement sous ses pattes. Les phoques sont toujours là, quelque part, mais dans l'eau ouverte, hors d'atteinte. Ils nagent, plongent, respirent en pleine mer, là où l'ours ne peut plus les surprendre. La table est desservie. Le restaurant a fermé. Et il reste ouvert plusieurs mois. Que fait un animal qui a besoin de 16 000 calories par jour et qui, pendant tout un été, n'a plus accès à sa seule vraie proie? Il jeûne. Voilà la réponse brute. Il cesse, ou presque, de manger. Son corps bascule alors dans un mode de survie stupéfiant. Il se met à vivre sur lui-même, à puiser dans l'épaisse couche de graisse accumulée durant l'hiver. Cette graisse dont nous parlions comme d'un manteau isolant devient maintenant un garde-manger interne. Chaque jour d'été, l'ours entame ses propres réserves. Il fond, lentement, de l'intérieur. Et pendant ce temps, il erre. Il parcourt des côtes battues par le vent, des rivages désolés, à la recherche de n'importe quoi qui pourrait tromper la faim. Il devient, faute de mieux, un ramasseur de miettes. Des œufs d'oiseaux dans les colonies de nidification, des algues rejetées par la mer, quelques baies, quelques carcasses, de la végétation, des restes. Imaginez un athlète à qui l'on retire toute nourriture solide et qui devrait tenir des mois en grignotant ce qu'il trouve par terre. Ces bricoles ne remplacent rien. Elles ne font que ralentir à peine la fonte du corps. J'ai lu un jour le détail d'un ours qui, en l'espace de quelques jours, avait avalé plusieurs centaines d'œufs dans une colonie d'oiseaux. Des centaines. Et malgré cela, ce festin d'apparence, ramené à ses besoins réels, ne couvrait qu'une fraction de ce qu'il lui fallait. Cette scène m'a marqué. Elle dit tout de l'été de l'ours, une abondance illusoire qui ne suffit jamais. Alors la question devient tranchante. Combien de temps un corps peut-il ainsi se dévorer lui-même avant de céder? Pour certains, la réponse est cruelle. Un ours qui aborde l'été trop maigre, un ours qui a trop échoué durant l'hiver, un ouf qui n'a pas amassé assez de graisse, celui-là peut ne pas voir l'automne. J'ai en tête l'image, tirée de longues observations, d'un grand mâle épuisé, ayant perdu une part énorme de sa masse au fil des mois de disette, trop faible désormais pour la moindre chasse, s'éteignant lentement au milieu des étendues gelées. Le plus puissant carnivore de la terre, vaincu non par un rival, non par une blessure, mais par une simple soustraction. Plus de calories dépensées que de calories trouvées. La faim gagne toujours quand le compte est négatif. Mais tous ne meurent pas. Et c'est là que l'histoire respire. D'autres ours passent l'été. Ils l'endurent grâce à cette réserve de graisse constituée dans les mois d'abondance, grâce aussi à une souplesse que l'on sous-estime souvent. Ils ajustent leurs déplacements, économisent chaque geste, ralentissent leurs dépenses au minimum vital. Le corps devient une comptabilité vivante, où chaque calorie est gérée comme on gère un compte qui s'épuise. Survivre à l'été, pour l'ours, ce n'est pas un exploit de force, c'est un exploit de gestion. Prenons une seconde ici, parce que le moment s'y prête. Si vous avez déjà croisé cet animal, ne serait-ce qu'une empreinte immense dans la neige, ou si vous vivez près des terres où il rôde, dites-le en commentaire. Racontez ce que vous avez vu, où, dans quelles conditions. Ces témoignages, mis bout à bout, valent plus qu'on ne l'imagine, et j'y prête toujours une grande attention.
Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai promis un secret? Une mèche de poils, ramassée sur la glace, et 150 000 ans révélés. Le moment est venu. Car cette capacité à endurer la disette, à traverser des périodes maigres, pourrait bien être plus ancienne et plus profonde qu'on ne le pensait. Voici ce qu'a livré cet ADN patiemment extrait du poil. En comparant les lignées, en remontant le fil génétique, des chercheurs sont arrivés à une conclusion qui bouscule l'image que nous avons de l'espèce. L'ours blanc ne serait pas seulement l'enfant fragile d'un monde de glace éternelle. Sa lignée aurait, dans son passé lointain, déjà traversé des épisodes où le climat était nettement plus doux qu'aujourd'hui. Plus doux, peut-être, que ce que l'on redoute pour les siècles à venir. Une chaleur ancienne, encaissée et pourtant surmontée. L'espèce a franchi ce seuil au moins une fois. Elle emporte la trace, inscrite au plus intime de ses cellules. Ce que cela signifie vraiment, je vous laisse y songer un instant. Un animal que nous croyons condamné au moindre réchauffement aurait déjà connu la chaleur et l'aurait franchi. La nuance est immense. Elle est aussi contestée, débattue, discutée d'une étude à l'autre, et nous y reviendrons avec toute la prudence qu'elle exige. Mais l'ours ne traverse pas ses épreuves dans le vide. Il y a, presque toujours, un autre corps à ses côtés ou dans son ventre. Un petit à nourrir, une mère à bout de force. Car la fin que nous venons de décrire, il faut maintenant la regarder à deux. Une femelle sort de la neige. Elle émerge d'un trou creusé à flanc de congère, une tanière qu'elle a rejointe des mois plus tôt et qu'elle n'a plus quittée. Derrière elle, deux petites formes hésitent au bord du monde. Deux oursons de 3 mois, gros comme des chiens de taille moyenne, qui voient pour la première fois autre chose que les parois de neige où ils sont nés. Devant eux s'étend un royaume blanc, immense, silencieux. Et la mère, elle, n'a pas mangé depuis 8 mois. 8 mois sans nourriture, vous avez bien entendu. Comment un corps peut-il jeûner tout ce temps, tout en fabriquant du lait pour 2 nouveau-nés? C'est l'un des paradoxes les plus poignants de toute cette histoire. La femelle est entrée dans sa tanière grasse, lourde de réserves accumulées pendant des mois de chasse acharnée. Là, dans le noir et le silence, elle a mis bas. Deux petits, minuscules, aveugles, à peine plus lourds qu'un sachet de sucre à la naissance. Et elle les a nourris de son propre corps, transformant sa graisse en un lait parmi les plus riches du monde animal, un lait presque aussi épais que de la crème. Elle ne mange pas, elle se vide. Chaque goutte de lait qu'elle donne est prélevée sur elle-même. Mais cette réserve n'est pas infinie. Et voilà pourquoi elle sort maintenant. Voilà pourquoi ce long voyage commence. Car la tanière est à terre, loin dans les collines. Et la nourriture, elle, est sur la glace, à des dizaines de kilomètres. Entre les deux, il faut marcher. Une mère à bout de graisse, deux petits qui ne tiennent debout que depuis quelques semaines, et une distance qui, pour ses courtes pattes, représente des jours et des jours de marche. Elle avance vite, poussée par sa propre faim. Eux ne peuvent parcourir que quelques kilomètres par jour, alors elle s'arrête. Elle les laisse téter, elle les laisse dormir. Elle repart. Elle règle son pas mortellement pressé sur leur lenteur. Et pendant cette traversée, quelque chose que l'on n'attend pas se révèle. Les deux petits ne sont pas identiques. Regardez-les avancer. Dès ces premières semaines, leur tempérament diffère déjà. L'un se tient prudemment contre le flanc de sa mère, ne s'éloigne guère, suit la ligne sûre. L'autre part en avant, s'aventure, s'écarte, revient. Un téméraire et un prudent, nés de la même portée, dans la même neige. Ceux qui passent des mois à observer ces familles le remarquent invariablement. Chaque ourson porte, très tôt, quelque chose qui lui est propre. Cela, je l'avoue, me touche à chaque fois. Nous imaginons volontiers les animaux comme des exemplaires interchangeables d'un même moule. Ils ne le sont pas. Mais cette route n'est pas une promenade, c'est un couloir d'embuscade. Sur le chemin, d'autres chasseurs guettent. Les loups, notamment, suivent parfois les femelles accompagnées de leurs petits. Ils chassent en meute, ils coordonnent leurs mouvements. Ils cherchent à détacher un ourson du flanc de sa mère, à créer l'ouverture d'une seconde. Face à eux, la femelle n'a que sa masse, ses crocs,
et une vigilance qui ne dort jamais tout à fait. Souvent, elle ne combat pas, elle esquive. Elle mène ses petits vers un terrain trop accidenté, une forêt trop dense, un couvert où la meute perd la trace. La ruse encore, plutôt que la force. La mère sait que chaque affrontement évité est de l'énergie sauvée, et de l'énergie, elle n'en a plus à gaspiller. Et maintenant, essayons de sentir ce que vit cette femelle de l'intérieur. Car derrière la tendresse apparente de la scène se cache une arithmétique glaçante. Chaque jour de marche la vide un peu plus. Elle brûle ses dernières réserves sans rien avaler, tout en donnant encore du lait. Son corps se rapproche, lentement, d'un seuil critique. Et à ce seuil, la nature pose parfois à la mère une question que nous avons du mal à même formuler. Si elle n'atteint pas la glace à temps, si elle ne trouve pas de proie, si ses forces s'effondrent avant que la table ne se remette, alors garder ses petits peut la condamner, eux et elle. Dans les cas les plus extrêmes, des observations rapportent qu'une mère épuisée peut se retourner contre sa propre portée. Je pèse mes mots, car c'est un point délicat. On l'appelle parfois d'un mot dur, cannibalisme. Mais gardez-vous de plaquer là-dessus nos jugements, il ne s'agit pas de cruauté. Il s'agit d'une logique de survie poussée à son terme le plus sombre. Une mère morte ne sauve personne. Une mère qui survit peut, une autre année, dans de meilleures conditions, porter une nouvelle portée. Ce que nous lisons comme une monstruosité est, du point de vue froid de l'évolution, un calcul de dernier recours. La fin, décidément, ne recule devant rien. Reculons d'un pas, car il faut comprendre pourquoi cette mère est si seule face à tout cela. L'ours blanc est un solitaire. Ce n'est pas un animal de groupe, pas de meute, pas de troupe, pas de clan. Chaque adulte parcourt d'immenses territoires pour son propre compte, parce que la nourriture est trop rare, trop dispersée, pour nourrir plusieurs bouches sur un même espace. Deux ours qui chassent trop près l'un de l'autre se font concurrence, et dans un désert de calories, la concurrence tue. Alors ils s'évitent. Ils gardent leur distance. La solitude ici n'est pas un tempérament, c'est une nécessité imposée par la faim du pays. Il n'existe qu'un moment où cette règle se suspend, le printemps, la saison des amours. Alors les routes solitaires se croisent enfin. Un mâle repère une femelle et la suit, parfois sur de longues distances, guidé par les traces et les odeurs qu'elle laisse. Et là où deux prétendants se rencontrent, la rencontre tourne à l'affrontement. Deux mâles, chacun pouvant peser plusieurs centaines de kilos, se dressent, s'empoignent, se mordent. Leurs griffes, longues comme votre doigt, peuvent ouvrir la chair. Leurs mâchoires comptent parmi les plus puissantes de tous les carnivores. Le combat semble pouvoir tourner au massacre. Et pourtant, il tourne rarement à la mort. Le plus souvent, ces duels ressemblent davantage à une lutte de force qu'à une exécution. Les adversaires se jaugent, se poussent, s'épuisent, et le plus petit finit par céder, impressionné par la taille et les crocs de l'autre. Pourquoi cette retenue chez des bêtes capables de s'entretuer? Pour la même raison que tout le reste dans cette vie. Un mâle gravement blessé ne pourra plus chasser. Et un ours qui ne chasse plus est un ours qui meurt. Même l'amour ici se plie à la comptabilité des calories. On ne dépense pas plus qu'on ne peut se permettre de perdre. Une fois l'accouplement passé, ils se séparent aussitôt. Chacun repart de son côté, seul à nouveau, avalé par l'immensité. Le mâle ne saura jamais rien de ses petits. Il ne les verra pas naître, ne les défendra pas, ne les nourrira pas. Toute la charge de la génération suivante repose sur un seul corps, celui de la mère. Ce corps que nous venons de suivre, qui jeûne 8 mois, qui fabrique un lait de crème, qui marche des jours durant, qui esquive les loups, et qui, parfois, se retrouve devant le plus terrible des choix. Une créature qui gère ainsi la faim, la distance, le danger et sa propre descendance, avec ce mélange constant de patience, de ruse et d'économie, cette créature ne se contente pas de réagir. Elle semble, par moments, calculer, peser, décider. Et cela nous mène à une question que la science aborde encore sur la pointe des pieds. Que se passe-t-il au juste dans la tête d'un ours blanc? Un régime alimentaire de plusieurs dizaines d'aliments différents.
Voilà ce que révèlent les études qui se sont penchées sur ce que mange réellement un ours blanc au fil de l'année. Le phoque, bien sûr, avant tout, mais aussi des œufs, des oiseaux, des poissons, des baleines échouées, des algues, des baies, des racines, des carcasses, des restes de toutes sortes. Une bête que l'on croit prisonnière d'une seule proie se révèle, dès qu'on la regarde de près, capable de basculer sur une trentaine de sources de nourriture selon les circonstances. Et cette souplesse n'est pas rien. Elle pourrait bien être la marque d'un esprit plus vif qu'on ne le soupçonne. Mais peut-on vraiment parler d'esprit? Le mot est lourd. La science, ici, avance avec une extrême prudence. Il faut le dire d'emblée, honnêtement. On n'a pas mené sur l'ours blanc les grandes expériences de cognition que l'on a conduites sur le corbeau, sur le dauphin, sur le chimpanzé. Son milieu l'interdit presque. Comment installer un laboratoire sur la banquise dérivante? Comment poser des énigmes à un solitaire qui parcourt des territoires grands comme des pays? L'essentiel de ce que nous croyons savoir vient non pas de tests, mais de l'observation patiente, sur le terrain, année après année. C'est une connaissance faite de traces et de scènes, plus que de chiffres. Gardez cela en tête pour tout ce qui suit. Reprenons par ce que l'on voit, et qui ne se discute pas, l'apprentissage. Un ourson ne naît pas chasseur, il le devient. Pendant les 2 premières années de sa vie, il reste auprès de sa mère, et ces années sont une longue école. Il la regarde s'immobiliser au bord d'un trou. Il la regarde flairer une tanière de phoque enfouie sous la neige. Il la regarde régler sa force, choisir son angle, frapper. Et peu à peu, il imite. Il rate, il recommence. Ces 2 ans ne sont pas de la simple croissance, comme grandissent des ongles ou des poils. C'est une transmission, un savoir qui passe d'un corps à l'autre, du plus âgé au plus jeune. La chasse silencieuse dont nous parlions au début, cette immobilité de 2 heures, cette lecture du moindre son sous la glace, rien de tout cela n'est offert à la naissance. Tout cela s'apprend. Songez-y un instant. Ce que fait la mère, elle-même l'a appris de sa propre mère, qui l'avait appris de la sienne. Une chaîne de gestes transmise de génération en génération à travers le froid. N'est-ce pas déjà une forme de culture? Voilà le genre de questions sur laquelle les spécialistes retiennent leur souffle. Car le pas est vite franchi entre décrire ce que l'animal fait et lui prêter ce que nous ferions à sa place. Prenons un exemple précis, pour bien voir la ligne ne pas dépasser. On raconte parfois que l'ours blanc, pour approcher un phoque endormi sur la glace, cacherait son museau noir avec sa patte afin d'effacer la seule tache sombre qui pourrait le trahir sur le blanc. L'image est belle, elle circule beaucoup. Mais soyons rigoureux. Ce comportement est très discuté, mal documenté, et rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que l'ours dissimule son nez par un plan délibéré. Peut-être, peut-être pas. Dire qu'il l'a décidé, ce serait inventer une intention que nous n'avons pas vérifiée. Vous voyez la nuance. Décrire, oui. Prêter un calcul conscient, non, tant que la preuve manque. En revanche, ce que nous pouvons affirmer sans forcer, c'est autre chose. Et c'est peut-être plus impressionnant encore. Cet animal possède une mémoire des lieux qui confine aux prodiges. Il se déplace sur des étendues démesurées, souvent sans le moindre repère fixe, sur une glace qui bouge, qui dérive, qui se reforme chaque année différente. Et pourtant, il retrouve les bonnes zones. Il revient là où les phoques abondent à telle saison. Il garde, semble-t-il, une carte intérieure d'un monde mouvant, réactualisé sans cesse. Perdez-vous dans une ville inconnue, sans plan ni téléphone, et mesurez la difficulté. Lui accomplit cela sur un désert blanc qui se redessine à chaque hiver. Sa mémoire spatiale, à elle seule, est une œuvre. Revenons maintenant à cette souplesse alimentaire par laquelle nous avons commencé, car elle éclaire tout le reste. Un animal purement mécanique, verrouillé sur un seul comportement, ne survivrait pas à un été de disette. Il attendrait son phoque, et il mourrait. Or l'ours, lui, change. Quand la glace se retire, il se rabat sur les œufs, il fouille les colonies d'oiseaux, il broute des algues, il rôde le long des côtes à la recherche de n'importe quel apport. Cette capacité à modifier son comportement quand le monde change, à ne pas répéter aveuglément un geste devenu inutile,
C'est précisément ce que les biologistes appellent la flexibilité. Et la flexibilité est l'un des signes que l'on associe, avec prudence, à une certaine forme d'intelligence. Non pas la pensée abstraite, mais la faculté de résoudre des problèmes nouveaux, plutôt que de dérouler un programme figé. Alors, essayons un instant de nous glisser derrière ce front bas et large. À quoi ressemble le monde vu de là? C'est un monde d'odeurs et de sons, avant d'être un monde d'images. Nous y reviendrons bientôt en détail. C'est un monde où chaque geste a un coût, où chaque décision se paie en calories, et où l'erreur peut être mortelle. Un tel monde ne récompense pas la bêtise. Il récompense celui qui apprend vite, qui se souvient bien, qui s'adapte sans tarder. La sélection, ici, favorise la souplesse d'esprit aussi sûrement qu'elle a favorisé l'épaisseur de la graisse. On ne survit pas à ce désert par la seule force. On y survit aussi par la tête. Je dois vous confier ce qui m'a personnellement le plus frappé en rassemblant tout cela. Ce n'est pas telle ou telle prouesse spectaculaire, c'est le contraste. D'un côté, une image populaire d'ours pâteau, lourd, presque nonchalant. De l'autre, un animal qui apprend pendant 2 ans, qui garde en mémoire un monde mouvant, qui bascule d'une proie à l'autre selon les saisons et qui gère chacun de ses gestes comme un joueur compte ses jetons. Les deux images ne se ressemblent pas. La seconde est la vraie. Reste que nous devons rester honnêtes jusqu'au bout. Nous ne savons pas ce que ressent un ours. Nous ne savons pas s'il éprouve quelque chose qui approche ce que nous appelons pensée. Là où certains observateurs, à force de vivre près d'eux, jurent lire des intentions, des humeurs, presque des caractères dans le regard de ces bêtes, la science, elle, se tait prudemment. Elle décrit des comportements, elle mesure des choix, elle se garde de trancher sur la conscience. Et cette réserve, loin d'être une faiblesse, est la marque du respect que l'on doit à une créature que nous comprenons encore si mal. Ce qui est sûr, c'est que cet animal n'a pas seulement traversé le froid avec son corps. Il l'a traversé aussi avec cette intelligence obstinée. Assez, en tout cas, pour laisser une trace profonde dans l'esprit d'un autre être, apparu bien plus tard sur ces mêmes rivages glacés. Un être qui allait le craindre, l'admirer, le chasser, et finalement en faire un dieu. Nous. Il y a bien longtemps, sur une côte gelée du Grand Nord, un chasseur inuit s'avance seul sur la banquise. Il tient une lance à la main. Il traque un animal qui, il le sait, pourrait tout aussi bien le traquer lui. Autour de son cou, peut-être, une amulette. Sur ses lèvres, des paroles précises, prononcées dans un certain ordre. Car pour cet homme, la bête qui l'approche n'est pas seulement de la viande et de la fourrure. C'est une puissance, un esprit, presque une personne. Et s'il la tue, il devra l'apaiser, la remercier, respecter un rituel, sous peine de voir se retourner contre lui une force qui le dépasse. Pourquoi un peuple entier a-t-il révéré, au point d'en faire un dieu, l'animal même qui pouvait le dévorer? C'est l'un des plus vieux nœuds de l'esprit humain. Nous craignons ce qui nous menace. Mais parfois, cette crainte se retourne et devient adoration. Dans le monde inuit, l'ours blanc occupait une place à part, plus haute que celle de presque toute autre créature. On lui prêtait une intelligence proche de celle des hommes. On disait qu'il chassait comme un chasseur, qu'il connaissait la ruse, qu'il comprenait. Certains récits allaient jusqu'à raconter que l'ours, ôtant sa peau à l'abri de sa tanière, devenait un homme et la remettait pour ressortir dans le froid. La frontière entre la bête et nous, ici, devenait poreuse. Reprenons ce que signifiait concrètement tuer un tel animal. Ce n'était pas un acte anodin, expédié et oublié. La mise à mort de l'ours s'accompagnait d'égards minutieux. Dans bien des traditions du Nord, on honorait l'esprit de l'animal abattu. On suspendait certains de ses restes en un lieu choisi. On respectait des interdits durant plusieurs jours, comme on aurait observé un deuil ou reçu un hôte de marque. L'idée qui court sous tous ces gestes est la même. L'ours a consenti, en quelque sorte, à être pris. Il faut le traiter comme un partenaire, non comme un simple gibier. Le maltraiter, négliger le rite, ce serait insulter son esprit et fermer pour toujours la porte des chasses futures. Vous mesurez le renversement. Le chasseur ne se pense pas maître de sa proie.
Il se pense en dette envers elle. Et cette place immense, l'ours blanc ne l'a pas occupée seulement dans les récits des hommes du Nord. Il est monté plus haut encore, jusque dans le ciel. Levez les yeux, une nuit claire. Cherchez la figure que tant de peuples ont dessinée parmi les étoiles, cet attelage de 7 astres brillants que l'on nomme la Grande Ourse. Le mot par lequel les anciens désignaient l'ours a donné son nom à toute une région du ciel, et jusqu'au nom même du Nord. Car la direction du pôle, cette direction vers laquelle pointent les grands froids, s'est trouvée liée, dans notre langage le plus ancien, à l'ours. Le Nord, étymologiquement, c'est le pays sous l'ours. Et cet ours de glace, plus que tout autre, a nourri l'imaginaire d'un monde suspendu tout en haut du monde, là où vivent les grandes bêtes blanches. Je trouve cela, je l'avoue, presque vertigineux. Un animal de chair, guettant un phoque au bord d'un trou, a fini projeté dans les constellations, inscrit dans le monde des points cardinaux. Rares sont les bêtes qui montent aussi haut dans l'esprit humain. Mais laissons un instant le ciel, et revenons aux hommes qui vivaient réellement à ses côtés. Car pour eux, l'ours n'était pas qu'un symbole, il était survie. Pensez à ce que représentait un seul ours abattu pour une communauté du grand froid. Sa graisse épaisse, cette même graisse qui l'isole du gel, devenait combustible et nourriture. Sa fourrure, ce pelage au poil creux qui repousse l'eau, devenait vêtements, couches, protection contre une nuit à faire éclater la pierre. Ses tendons devenaient fils, ses os, outils. Rien ne se perdait. Là où nous voyons aujourd'hui une icône lointaine, il y avait d'abord une ressource vitale, arrachée au prix d'un danger extrême. L'admiration et l'usage ne s'opposaient pas, ils se nourrissaient l'un l'autre. On respecte d'autant plus ce dont on dépend pour ne pas mourir. Et voici, peut-être, la clé de cette énigme du Dieu prédateur. Pourquoi diviniser ce qui vous menace? Parce que, dans ce monde-là, l'ours était à la fois la plus grande peur et la plus grande promesse. Il pouvait vous tuer sur la glace, d'un seul coup de cette patte que nous avons vue large comme une assiette. Et il pouvait, mort, vous tenir en vie tout un hiver. Un être qui détient sur vous ce double pouvoir, celui de la mort et celui de la vie, comment ne pas le placer au-dessus des autres? Le respect que les peuples du Nord portaient à l'ours n'était pas de la sentimentalité, c'était la lucidité de ceux qui savent exactement ce qu'ils doivent et à qui. Et maintenant, essayons de renverser le regard. Que voyait l'ours, lui, dans cette petite silhouette dressée sur la glace? Rien qui ressemblât à un dieu, sans doute. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'homme n'a été pour l'ours blanc qu'une présence marginale sur son immense territoire. Une créature rare, lente, fragile, croisée de loin en loin. Ni une proie évidente, ni un vrai rival. Les deux se toléraient dans l'immensité, chacun suivant sa route, séparés par le vide même de l'Arctique. Le chasseur inuit et l'ours partageaient un monde assez vaste pour eux deux. Ils s'observaient, se craignaient peut-être un peu, et se laissaient l'espace. Cet équilibre a duré des siècles, des millénaires. Puis d'autres hommes sont venus. Des hommes du Sud, des navigateurs, des explorateurs, qui ont découvert avec stupeur ce géant blanc dont ils n'avaient qu'entendu parler. Pour eux, l'ours n'était pas un esprit à honorer. C'était une bête à rapporter. Une fourrure de prix, un trophée, une curiosité pour les cours et les cabinets. Le regard changeait. Le partenaire des chasseurs du Nord devenait, sous les yeux des arrivants, une marchandise. Et ce glissement, discret d'abord, annonçait un bouleversement bien plus vaste. Car le monde immense qui avait toujours séparé l'homme et l'ours, ce vide qui les protégeait l'un de l'autre, allait bientôt se réduire. Les hommes deviendraient plus nombreux, leurs machines plus rapides, leurs villes plus proches du royaume de glace. Et un jour, presque de nos jours, l'ours blanc allait se retrouver non plus face à un chasseur solitaire tenant une lance, mais aux portes mêmes d'une ville. Il est minuit passé, à la lisière d'une petite ville du Nord canadien. Les maisons de bois dorment sous la neige, leurs fenêtres éteintes. Dans la rue déserte, seul un lampadaire tremble. Et là, entre deux habitations, une masse blanche avance sans bruit. Elle renifle une poubelle. Elle lève le museau vers l'odeur d'une cuisine. Elle est chez elle. Ou du moins, elle se comporte comme si elle l'était,
à quelques mètres de fenêtres derrière lesquelles dorment des familles. Le plus grand carnivore terrestre de la planète s'est invité en ville. Comment en est-on arrivé là? Comment un animal du grand large glacé se retrouve-t-il à fouiller les ordures d'un village? La réponse tient dans un mot que nous avons déjà croisé, la table. Souvenez-vous, la banquise est la table de l'ours, la surface depuis laquelle il chasse les phoques. Or, cette table, chaque année, se dérobe plus tôt et se reforme plus tard. Les mois où l'ours peut chasser rétrécissent. Et pendant les longues semaines où la glace manque, il est rejeté à terre, affamé, contraint d'errer sur les côtes. C'est là, sur ces rivages, que se trouvent désormais nos villages. Là où l'ours cherchait autrefois des œufs et des algues, il trouve maintenant nos déchets. Un ours affamé n'a pas de scrupules. Il prend ce qui se présente. Il existe un lieu où cette rencontre est devenue une réalité quotidienne. Une petite ville, sur la rive d'une grande baie du Nord, que l'on surnomme aujourd'hui la capitale mondiale de l'ours blanc. Chaque automne, en attendant que la baie regèle, des dizaines d'ours convergent vers ses abords. Ils patientent, ils rôdent, et leurs routes croisent celles des habitants. Imaginez une ville où, certaines saisons, il devient dangereux de laisser un enfant marcher seul jusqu'à l'école, où l'on hésite à sortir la nuit, où l'on garde les portes des voitures déverrouillées pour qu'un passant surpris puisse s'y réfugier. Ce n'est pas une fiction, c'est le quotidien d'une communauté qui vit à la frontière du royaume de glace. La cohabitation ici n'est pas une idée, c'est une organisation minutieuse, pensée pour éviter le drame. Et cette organisation a donné naissance à quelque chose d'étonnant. Une prison. Une prison pour ours. Vous avez bien entendu. Lorsqu'un ours s'approche trop, s'installe aux abords des maisons, refuse de repartir, on ne le tue pas d'emblée. On le capture. On le place, le temps qu'il faut, dans un vaste local prévu à cet effet, une sorte de détention temporaire d'où il ressortira. Puis, quand la glace est enfin revenue, on le relâche loin de la ville, on le rend à sa banquise, à sa vie de chasseur. On l'a écarté sans le détruire. Cela, je dois le dire, m'a frappé. Une société humaine qui construit un bâtiment entier, non pour exterminer le prédateur qui la menace, mais pour gagner du temps avec lui, en attendant de pouvoir le raccompagner chez lui. Il y a là un renversement dont nous mesurons mal la nouveauté. Reprenons pourtant, car tout n'est pas si apaisé. Cette proximité forcée a un versant sombre. Chaque rencontre entre un ours affamé et un humain est un danger, dans les deux sens. Pour l'homme, le risque est évident. Face à cette puissance, nous ne pesons rien. Mais pour l'ours aussi, la ville est un piège. Un ours qui prend goût aux poubelles, qui perd sa méfiance, qui associe l'odeur de l'homme à celle de la nourriture, devient un ours condamné. Il reviendra, il insistera, et un jour, la seule issue sera de l'abattre. Nos déchets, nos restes, notre abondance négligée, tout cela agit comme un appât mortel. Nous croyons nourrir une bête, nous fabriquons, sans le vouloir, un ours qui devra mourir. Essayons un instant de voir la scène par ses yeux à lui. Pour l'ours, il n'y a ni ville, ni loi, ni frontière. Il ne sait pas qu'il est entré dans un espace interdit. Il ne sait pas que ce tas d'ordures appartient à quelqu'un, que cette rue a un nom, que ces murs abritent des êtres qui le craignent. Il suit une odeur, il suit son ventre vide. Le monde, pour lui, n'a pas changé de nature. C'est toujours un immense territoire où l'on va vers la nourriture, où l'on prend ce que l'on trouve. Ce sont nos règles, nos peurs, nos catégories qui se sont posées autour de lui, sans qu'il en sache rien. Le conflit n'est pas dans sa tête. Il est dans la rencontre de deux mondes qui n'auraient jamais dû se toucher d'aussi près. Et pourtant, ils se touchent de plus en plus. Voilà le cœur du problème. Ce ne sont pas les ours qui ont marché vers nous par curiosité, c'est leur monde qui rétrécit et qui les pousse vers le nôtre. Moins de glace, c'est moins de chasse, c'est plus de faim, c'est plus d'ours acculés sur les côtes, au contact des hommes. Le conflit entre l'ours et la ville n'est pas une anecdote, c'est le symptôme visible d'une contraction. Le royaume de glace se réduit, et à mesure qu'il se réduit, ses habitants sont refoulés vers les marges, là où nous les attendons, malgré nous, avec nos lumières et nos poubelles.
À cela s'ajoutent d'autres pressions, plus lourdes encore. Les régions polaires attirent les convoitises. On y cherche du pétrole, du gaz, des routes nouvelles ouvertes par le recul des glaces. Chaque installation, chaque navire, chaque forage grignote un peu plus l'espace du grand solitaire. On entend parfois dire que le nombre d'ours aurait déjà nettement diminué. Le chiffre exact est discuté, les estimations varient d'une région à l'autre, et je préfère rester prudent plutôt que d'avancer une donnée trop nette. Mais la tendance, elle, inquiète ceux qui observent ces populations de près. Là où la glace fond le plus vite, les ours peinent le plus visiblement. Alors une question s'impose, et je ne veux pas l'esquiver. Cet animal si parfaitement taillé pour un monde, que devient-il quand ce monde se défait sous ses pattes? Nous l'avons laissé en suspens plutôt. Le temps est venu de la regarder en face. Car tout, dans cette histoire, ramène à la glace. Sa chasse en dépend, sa graisse en dépend, ses petits en dépendent. Et c'est précisément cette glace, ce sol fragile et vital, qui se met aujourd'hui à disparaître plus vite qu'on ne l'aurait cru. Ni sur la terre, ni dans l'eau, il ne trouve plus tout à fait sa place. Sur la terre, il n'y a presque rien à manger, nous l'avons vu. Dans l'eau, il ne peut ni respirer longtemps, ni chasser vraiment ses proies. Sa vie entière tient sur une troisième surface, une seule, ni tout à fait solide, ni tout à fait liquide, la glace de mer. C'est là, et là seulement, qu'il est chez lui. C'est de cette mince pellicule gelée que dépendent sa chasse, sa graisse, sa descendance, tout. Retirez la glace, et vous ne retirez pas un décor, vous retirez le sol même sur lequel repose son existence. Or, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Alors, la question que nous repoussons depuis le début, que devient un animal quand on lui retire le sol sous les pattes? Commençons par le fait le plus simple, le plus implacable. La glace se forme plus tard, à l'automne, et elle se rompt plus tôt au printemps. Aux deux bouts de la saison, l'ours perd du temps. Un temps qui, pour lui, est de la nourriture pure. Chaque semaine de banquise en moins, c'est une semaine de chasse en moins, une semaine de graisse qu'il n'accumulera pas, une semaine de jeûne supplémentaire à endurer plus tard. La fenêtre pendant laquelle il peut remplir son réservoir de calories se referme des deux côtés à la fois. Et l'été de disette, lui, s'allonge d'autant. Vous vous souvenez de l'arithmétique impitoyable dont nous parlions? Plus de calories dépensées que trouvées, et le corps se dévore lui-même. Ce que change le recul des glaces, c'est que cette équation, autrefois serrée mais tenable, penche désormais plus souvent du mauvais côté. Regardons ce que cela produit, concrètement, sur les corps. Dans certaines régions étudiées de longue date, on observe une tendance qui ne trompe pas. Les ours en moyenne sont un peu moins gras qu'avant. Les femelles abordent parfois la saison de reproduction avec moins de réserve. Or, nous avons vu à quel point tout, chez la mère, dépend de cette graisse. Le lait de crème, les 8 mois de jeûne, la survie des petits. Une mère plus maigre, ce sont des oursons plus fragiles, moins nombreux à passer leur premier isère. La chaîne est directe. Moins de glace, moins de phoques capturés, moins de graisse, moins de petits qui survivent. Rien de spectaculaire pris isolément, mais additionné année après année, et la pente se dessine. Et l'ours, face à cela, que fait-il? Reste-t-il à attendre passivement la fin? Non, il s'adapte. Il essaie, du moins. Le voici qui se met à nager. Toujours puissant nageur, il l'était déjà. Mais désormais, il doit traverser des étendues d'eau libre bien plus vastes qu'autrefois pour rejoindre les rares plaques de glace restantes ou pour regagner la terre. On rapporte des traversées à la nage stupéfiantes sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Certains cas documentés évoquent même des distances considérables, franchies sur plusieurs jours d'affilée. Je reste prudent sur les chiffres exacts, qui circulent parfois exagérés, mais le phénomène, lui, est réel. Pensez à ce que représente, pour un corps aussi lourd, de nager sans repos pendant des jours dans une eau glacée. Un exploit d'endurance, et en même temps, un aveu de détresse. Il ne nage pas si loin par goût. Il nage parce que la glace n'est plus là où elle devrait être. Pour un adulte robuste, ces traversées sont éprouvantes, mais souvent surmontables. Pour une mère accompagnée de ses petits, elles peuvent être fatales. Un ourson ne tient pas des jours dans l'eau froide.
Les longues nages forcées font partie de ces épreuves nouvelles, imposées par un monde qui change plus vite que le corps ne peut suivre. Prenons un instant de recul, car il faut se garder d'un piège. Le piège du récit trop simple. On serait tenté de conclure, d'un mot définitif, l'espèce est condamnée, c'est fini. Mais la vérité scientifique est plus nuancée et plus honnête. Les populations d'ours blancs ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Certaines, là où la glace résiste mieux, semblent encore relativement stables. D'autres, dans les régions les plus touchées par la fonte, montrent des signes de déclin préoccupants. Le tableau est une mosaïque, pas un bloc uniforme. Et les projections pour l'avenir, elles aussi, sont débattues. Les modèles divergent, les hypothèses s'affrontent, les experts discutent. Méfiez-vous de quiconque vous assène une certitude tranchée dans un sens ou dans l'autre. Souvenez-vous d'ailleurs de ce que nous a appris cette mèche de poil. Cette lignée a déjà traversé, dans son passé lointain, un monde plus chaud que le nôtre. L'espèce n'est pas sans ressources ni sans histoire. Faut-il en conclure qu'elle s'en tirera cette fois encore? Ici, il faut être rigoureux, car c'est un point que l'on déforme souvent. Que l'ours ait survécu autrefois à une période chaude ne garantit rien pour aujourd'hui. Les conditions ne sont pas les mêmes. La vitesse du changement actuel, sa brutalité, et surtout la présence de tous nos autres bouleversements, nos villes, nos navires, nos forages, dessinent une situation inédite. Un survivant du passé n'est pas un invincible du présent. La prudence commande de ne céder ni au catastrophisme ni à l'insouciance. On peut seulement dire ceci, honnêtement. L'animal est soumis à une pression réelle et croissante. Sa capacité d'adaptation est grande, mais non infinie, et l'issue reste ouverte. Ce qui me frappe, au fond, en rassemblant tout cela, c'est l'ironie de sa perfection même. Rappelez-vous tout ce que nous avons démonté ensemble. La peau noire, les poils creux, les pattes de raquette, l'estomac accordé aux phoques, la patience de la chasse silencieuse. Chacune de ces merveilles a été taillée pour un monde précis. Et c'est précisément d'être si parfaitement taillé pour ce monde-là qui le rend vulnérable quand ce monde se défait. Le généraliste s'accommode de tout. Le spécialiste absolu, lui, tombe avec son royaume. Sa splendeur et sa fragilité sont une seule et même chose. Alors, ne le condamnons pas trop vite, mais ne le croyons pas non plus à l'abri. Il est là, en ce moment même, quelque part sur une plaque de glace amincie, à faire ce qu'il a toujours fait. Attendre, guetter, économiser, survivre. Le même geste qu'au premier instant de ce film, au bord du même trou, dans le même froid. Sauf que, sous ses pattes, le sol est un peu moins sûr qu'avant. Et c'est peut-être là, sur cette glace incertaine, qu'il faut le laisser un moment, et revenir, doucement, à vous. Napisze dziesiąty, последнюю narratywną walną. Struktura 1. Содержательный материал по плану 5000 to 5500 знаков. Действуют все правила волн 2 to 9. Тип открытия отличен от типа открытия волны 9. 2. Финал от 1000 to 1500 знаков. Схема жесткая. Сжатие сути зверя. 3 to 5 коротких ритмичных предложений. Тихая интонация. От 1 до 2 предложений замедление. Возврат к зрителю и его быту. От 4 до 6 предложений в формате «Si un jour, arrêtez-vous, sous vos pieds au-dessus de votre tête en ce moment». 3. Прощание. 200 to 300 знаков. Благодарность, просьба о лайке и подписке, упоминание следующего видео. Запреты в финале. Формулы. Voilà un animal extraordinaire. La nature est pleine de mystères. Prenons soin des animaux. Философский оборот. L'animal comme miroir de l'homme. Формулы. N'oubliez pas. Abonnez-vous absolument. Восклицание в конце. В финале допустима одна осознанно-поэтическая метафора без маркера осторожности. Исключение из правил антропоморфизации. Без перехода к следующей волне — конец выпуска. Числа и даты словами. Чистый текст под лектора. Стоп после финала. En 2008, dans une salle de réunion où se penchaient des spécialistes venus de plusieurs pays,
Une décision a été prise, sur le papier, à des milliers de kilomètres de toute banquise. Ce jour-là, l'ours blanc est devenu l'un des premiers grands animaux à être officiellement reconnu comme menacé en raison précisément de la fonte de son habitat. Une signature, un texte, un statut. Un geste administratif presque abstrait. Et pourtant, ce trait de plume disait quelque chose d'immense. Le sort d'un géant du Grand Nord se jouait désormais aussi dans nos bureaux, nos lois, nos choix, aussi sûrement qu'au bord de son trou dans la glace. Que peut un texte de loi pour un animal qui vit à l'autre bout du monde, sur une glace qu'aucune loi ne peut empêcher de fondre? C'est toute l'ambiguïté de la protection moderne. D'un côté, elle a produit des effets bien réels. Souvenez-vous de l'époque où l'ours n'était pour les hommes venus du Sud qu'une fourrure de prix, un trophée à rapporter. Cette chasse-là, longtemps massive, a fini par être strictement encadrée. Des accords internationaux ont réuni les pays qui se partagent les terres de l'ours afin de limiter les prélèvements, de coordonner les efforts, de suivre les populations. Sur ce terrain-là, celui du fusil, la protection a fonctionné. On ne tue plus l'ours blanc comme on le tuait autrefois. Cette victoire-là est acquise, et elle n'est pas rien. Mais elle se heurte à un mur. Et ce mur, aucune signature ne le renverse. Car la menace d'aujourd'hui n'est plus le chasseur. C'est la disparition de la glace elle-même. Et cette glace ne se protège pas par un traité local, ne se garde pas derrière une clôture, ne se met pas en réserve. Elle dépend de forces planétaires, de ce que nous faisons tous, partout, très loin de l'Arctique. Voilà le paradoxe cruel de la situation. Nous avons appris à ne plus tuer l'ours directement. Et dans le même temps, nous continuons de défaire, indirectement, le monde sans lequel il ne peut pas vivre. On a rangé le fusil, on n'a pas éteint le feu. Alors, où en sommes-nous vraiment? Faut-il désespérer ou garder confiance? Ni l'un ni l'autre, si l'on veut rester honnête. Il existe des raisons de ne pas céder au noir absolu. L'espèce est robuste, souple, ancienne. Sa lignée a franchi des seuils que nous croyons infranchissables. Là où on la protège du fusil, elle tient. Certaines populations résistent, et l'attention que le monde lui porte aujourd'hui, cette célébrité même de grand animal du froid, en fait un symbole qui pousse à agir. Un animal que l'on regarde autant a plus de chances qu'un autre d'être défendu. Mais il existe, à l'inverse, des raisons de ne pas se rassurer à bon compte. La pression sur son royaume est réelle, mesurée, croissante. Sa perfection même le rend fragile, nous l'avons compris. Et la vitesse à laquelle change son monde dépasse tout ce que sa longue histoire lui a appris à encaisser. La vérité, la seule que je puisse vous offrir sans vous mentir, tient dans une phrase modeste. L'avenir de l'ours blanc n'est pas écrit. Il est ouvert. Et il dépend, pour une part que l'on préférerait parfois ignorer, de décisions prises très loin de la banquise, par des êtres qu'il ne verra jamais. Essayons, une dernière fois, de nous tenir près de lui. Non plus dans nos salles de réunion, mais là-bas, sur la glace. Il est toujours là. En ce moment précis, tandis que je vous parle, quelque part dans le Grand Nord, un ours est penché sur une ouverture dans la glace. Il ne sait rien des traités, rien des modèles, rien des débats qui l'entourent. Il attend un phoque, comme les siens l'ont fait avant lui pendant des centaines de milliers d'années. Il économise chaque geste. Il lit le moindre son sous la glace. Il fait, avec une patience que rien n'égale, l'unique chose qu'il ait jamais su faire, survivre au froid. Le reste, ce reste immense qui décidera de son sort, se joue sans lui, ailleurs, entre nos mains. Sa peau est noire sous une fourrure qui n'est pas blanche. Ses poils sont creux et pleins d'air. Son nez remplace les yeux, la carte et l'horloge. Sa graisse est à la fois son manteau et son garde-manger. Et sa patience vaut mieux que sa force. Il n'est pas invincible. Il n'a jamais gagné 9 chasses sur 10. Mais depuis des centaines de milliers d'années, il ne s'est jamais arrêté d'attendre au bord de la glace. Alors la prochaine fois que l'hiver mordra vos mains sur le chemin du matin, que le froid vous poussera à rentrer les épaules et à presser le pas vers la chaleur, arrêtez-vous une seconde. Pensez, tout là-haut, à cette bande de glace au sommet du monde. En ce moment même, pendant que vous lisez ces lignes bien au chaud,
Une masse blanche y veille dans un silence que vous n'imaginez pas. Immobile, à 40 degrés sous zéro, le museau tourné vers un trou dans la glace. Elle attend une gorgée de vie qui remontera ou ne remontera pas. Et sur cette mince frontière gelée, suspendue entre la mer et le ciel, se tient l'un des plus patients veilleurs que la Terre ait jamais porté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'être resté avec moi tout ce temps. Si ce voyage vous a appris quelque chose, un pouce levé et un abonnement aideront d'autres curieux à le trouver à leur tour. Une autre créature, tout aussi surprenante, vous attend déjà dans la prochaine vidéo.